Voilà, mesdames et messieurs, chers amis de Free the Bees, chère Marina, bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent et présente pour cette conférence donnée par Marina Troubkina. Ça y est. Et donc, le thème qui sera traité ce soir, c'est apithérapie, quand mon corps rencontre les vertus d'Apis. Un magnifique thème et qui a beaucoup de succès déjà parce qu'on a vu qu'il y avait plus de 200 inscriptions. Donc, c'est un énorme plaisir de présenter ce thème, d'accueillir Marina. Je fais juste une petite information sur notre association. Free the Bees est une association suisse. Elle existe depuis 2013. J'en suis le président. Parmi vous, ce soir, se trouve André Vermelinger qui en est le fondateur, l'un des fondateurs. Et notre mission principale, c'est de s'occuper de l'abeille mellifère, c'est de lui créer de l'habitat dans les forêts, de lui permettre de retrouver une vie, on va dire, ancestrale, lui permettre de revivre de manière beaucoup plus autonome, afin de retrouver, de développer à nouveau son système immunitaire. On sait que l'abeille mellifère est sur notre Terre depuis beaucoup plus longtemps que nous, une trentaine de millions d'années, voire plus selon certaines personnes. Donc nous aimerions, nous voulons lui donner une place, une grande, grande place. Et c'est pourquoi nous avons créé cette série de conférences qui s'appelle Abeilles sans frontières. Elle existe dans plusieurs langues. C'est la langue en fait de l'intervenant qui prime. Il y a parfois des conférences en allemand, en français et en anglais aussi. Voilà, ceci étant dit, je vais passer la parole à Marina. Bonsoir Marina et bienvenue parmi nous. Bonsoir tout le monde. Je me réjouis beaucoup, beaucoup qu'il y a tellement d'intérêt pour l'apithérapie parce que c'est un sujet que je trouve très important et je vais vous en parler, j'espère, à partir de différents points de vue. Et l'apithérapie, pour parler de l'apithérapie, oui, peut-être avant que je me présente, effectivement. Donc, je suis d'origine slave, russo-ukrainienne. Et j'habite en France depuis une bonne trentaine d'années, en partie en Allemagne aussi. Et mon mari s'occupe des abeilles. Bon, il est médecin de formation et de son métier, mais il s'occupe des abeilles ça fait déjà une bonne vingtaine d'années. Et donc, je côtoyais les abeilles. euh, je, je m'émerveillais devant les abeilles pendant plusieurs années jusqu'à ce que je décide de faire ma formation de naturopathie. Et d'ailleurs, j'étais impulsée par l'apithérapie, en fait, à cette formation, parce que j'ai vécu une expérience de guérison moi-même par la thérapie par le venin, quand j'avais mon quatrième enfant et que j'ai eu une mastite qui était difficilement guérissable, bien sûr, par des moyens naturels que j'essayais. Et donc, au moment où j'ai essayé l'apithérapie, donc la thérapie par le venin, ça a vraiment réussi ma guérison complète. Voilà, depuis, j'ai fait mon chemin lent et doux à travers la naturopathie. Et pour la formation en apithérapie, je l'ai faite en Russie parce qu'en France, c'est un sujet qui est rarement traité, qui est rarement enseigné. Et dans les pays slaves, c'est quelque chose qui est presque commun, presque évident de parler de l'abeille en tant qu'être qui aide l'humain à guérir. Et du venin, en l'occurrence qui est un sujet assez répandu en Russie, en Ukraine, dans les pays slaves. Donc, je vais aujourd'hui d'abord peut-être faire une bonne introduction sur ce qui est en fait l'humain, le corps humain et les corps humains, je dirais même, parce que nous allons parler de l'apithérapie. L'apithérapie, donc, c'est la thérapie par les substances de la ruche, apis, abeille. Et la thérapie, elle se fait, n'est-ce pas? Nous pensons, voilà, comment nous pouvons nous aider, nous, les humains. Donc, nous allons parler d'abord de nous, humains, du point de vue naturopathique. Ensuite, j'aimerais un peu toucher, pas un peu, mais de façon, j'espère, profonde,
le sujet qui est l'abeille, parce qu'il s'agit vraiment de cette interaction entre les substances élaborées, créées par les abeilles et notre corps humain. Donc, nous allons voir qui est l'humain, nous allons voir qui est l'abeille, et ensuite, doucement, nous arrivons à cette rencontre entre les substances de l'abeille, les substances de la ruche et notre corps physique, et pas seulement corps physique. Donc, ce sera un peu une grosse introduction. Et ensuite, je vous propose aujourd'hui de traiter des sujets de l'apithérapie que je connais moi très bien. Je ne vais pas tout traiter en apithérapie, il y a vraiment beaucoup de substances. Je souhaite aujourd'hui parler du miel, de la propolis, bien sûr du venin en détail, et aussi d'une thérapie qu'on appelle le sommeil sur les ruches. On dort donc sur les ruches et euh, on reçoit des bienfaits de ce sommeil sur les ruches. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, et un petit peu en survolant, bien sûr, je vais dire quelques mots sur les autres substances de la ruche, la cire, le pollen, euh, la gelée royale, je vais donner mon opinion aussi là-dessus. Aussi un peu sur la respiration de l'air de la ruche. Donc, je suis moins spécialiste dans ça, mais je vais juste survoler pour vraiment couvrir tout ce que l'apithérapie comprend. Donc, nous commençons par la vision de l'homme, puisqu'il s'agit du fait comment les substances de l'abeille vont agir sur l'homme. Mais peut-être, vous savez, j'ai encore une idée. Je souhaite, puisqu'on est si nombreux, je suis si heureuse de voir certains visages sur mon écran. Donc voilà, je peux vous identifier, ceux qui sont en face, c'est magnifique. J'aimerais qu'on fasse quand même une petite harmonisation, 1 à 2 minutes, pour respirer tranquillement, profondément et se demander pourquoi je suis venue là, qu'est-ce que c'est, pourquoi ce sujet m'intéresse, qui est-ce en fait l'abeille pour moi et en fait, pourquoi je souhaite qu'on puisse tous se poser ces questions ensemble, pour qu'on puisse tous former cette communauté d'écoute ce soir, pour qu'on soit alignés sur le fait que nous n'allons pas parler du point de vue consommateur de l'abeille, du point de vue purement qu'est-ce que je peux avoir, mais plutôt j'aimerais ouvrir ce sujet en tant que sujet qui va vous donner des impulsions à vos propres intuitions dans la question, dans tout ce qui concerne les substances de la ruche. Mais pour ça, il faut que nous, maintenant, on sente que nous sommes sur le point d'élaborer, de constituer l'approche envers l'abeille en tant qu'être vivant et non pas envers des produits ou un objet à manipuler duquel on peut puiser quelque chose. Donc, j'espère que nous sommes tous connaissant Freeze et Bees et comprenant que vous n'êtes pas là par hasard. J'espère que nous sommes tous ici dans cet état d'esprit que nous souhaitons une collaboration entre nous, les humains, et les abeilles. Bien sûr, c'est plutôt la collaboration qui est toujours, nous l'impulsons, mais je vais vous expliquer, je vais vous parler de mes exemples personnels qui prouvent que l'abeille, des fois aussi, a sa part active dans cette communication avec l'homme. En l'occurrence, je vais parler des situations où l'abeille pique nous pique. euh, et derrière, il y a un sens à ces piqûres. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de hasardeux, c'est pas quelque chose
voilà, qui nous fait juste mal. C'est pas une petite bêtise, un grand hasard qui a eu lieu, mais en fait, il y a une raison derrière. Voilà, donc on a pu un petit peu, j'espère, en ces 2 minutes, se poser cette question. Pourquoi je suis là et pourquoi l'apithérapie? Et maintenant, euh, alors, qui est l'homme du point de vue naturopathique? J'aimerais juste appuyer sur le fait que l'homme, j'espère que nous sommes tous d'accord là-dessus, n'est pas que le corps physique, mais il y a bien sûr toute une dimension des forces vitales, des forces de vie qui jouent une grande importance et les substances de la ruche vont entrer en relation avec nos forces de vie. Donc nous avons les forces de vie, ce qui rend notre corps vivant. Nous avons bien sûr tout notre aspect psychique, nos émotions. Nous avons aussi quelque chose que je dirais est encore au-dessus des émotions. C'est quelque chose on peut dire, de l'ordre de l'esprit ou de l'ordre de quelque chose qui gère notre psychisme, c'est-à-dire cette partie, elle va représenter nos conceptions du monde, nos idéaux, nos valeurs est-ce que nous avons une approche plutôt positive à la vie ou plutôt avec beaucoup de peur et plutôt une approche négative? Ou alors, est-ce que nous prenons la responsabilité pour notre vie? Ou alors, nous essayons tout le temps de rejeter la responsabilité sur le monde, sur les autres. Donc, tout ça, c'est quelque chose euh, qui, qui est un espace dans lequel, je dirais, tout d'abord vont apparaître certaines problématiques, certaines incohérences qui vont ensuite se refléter et descendre sur le plan de notre psyché, de l'âme. Psyché, c'est l'âme sur le plan de notre psychisme, où donc nous aurons des émotions négatives, où nous aurons des peurs, des inquiétudes, où nous aurons peut-être des dépressions. Donc, euh, tout ça est en lien avec nos conceptions de vie, avec nos valeurs, avec nos idéaux qui doivent être en fait en harmonie ensuite, ou plutôt alignés avec nos émotions, nos états d'âme. Parce que très souvent, la problématique du monde moderne, c'est que nous sommes devenus capables de penser une chose, ressentir autre chose et faire une troisième chose. Et c'est très problématique dans le sens que nous perdons de l'énergie par ce fait de penser, par exemple, nous considérons que notre grand idéal est la liberté, mais dans notre vie émotionnelle, nous ne sommes pas du tout libres, par exemple, dépendants de quelqu'un de façon très, très forte, et dans notre vie, euh, par exemple, physique, nous sommes dépendants de certaines habitudes, des aliments, où nous ne sommes pas libres dans ce que nous faisons, dans notre travail. Donc, il y a donc un conflit qui s'installe et entre ce qui est sur le plan de l'esprit, nos conceptions, nos idéaux, nos valeurs, sur le plan des émotions, qu'est-ce qu'on vit comme émotion, et sur le plan de ce qu'on fait, donc sur le plan des agissements dans le monde, ce qui nous fait justement, ce qui nous affaiblit et nous fait perdre de l'énergie. Donc l'idée est que ces 3 plans, pensée, sentiment et volonté, donc action dans le monde, soient de mieux en mieux alignés en nous comme ça, on approche vers la conception de ce qui est l'humain en harmonie. Donc, la naturopathie, l'apithérapie fait partie de la naturopathie. La naturopathie, pardon, la naturopathie
est une science, une approche à la santé humaine qui privilégie une vue globale de l'humain, donc ce qu'on appelle une vue holistique, et non pas une vue symptomatique qui est maintenant une habitude dans la médecine classique, où en fait nous voyons un symptôme, et il y a un endroit où ça fait mal, nous allons traiter ce symptôme et nous n'allons pas chercher très profondément la cause, la raison de ce mal. Donc la naturopathie, que ce soit les grands courants de la médecine naturelle comme la médecine chinoise, comme la médecine indienne Ayurveda, comme l'homéopathie, et puis les courants complémentaires, les fleurs de Bach, les huiles essentielles, la thérapie par les sangsues, plein d'autres de courants complémentaires. Donc, mais tout ça, c'est uni par l'idée que le plus important, c'est de voir l'humain dans son ensemble, dans sa globalité, de chercher toujours la cause du mal avant de traiter quelque chose. Et la chose la plus importante en naturopathie, c'est d'avoir toujours une approche individuelle. C'est-à-dire que nous n'allons pas avoir parlé d'une, et aujourd'hui je vais essayer de le faire ainsi, d'une substance qui est maintenant bonne pour tout le monde. Allez, tout le monde en achète ou se procure, ou tout le monde va faire des piqûres au venin d'abeille parce que c'est bien pour tout le monde. Nous allons tous ensemble devenir plus forts, plus en meilleure santé, etc. Non, ce sont chaque euh, substance issue de nature qui est capable de nous apporter le meilleur, la meilleure santé, elle va pour nous, pour chacun de nous, avoir une valeur différente. Pour l'un, ce sera vraiment là, le super médicament. Pour un autre, ça va agir moins. Mais donc, cette vision d'une approche individuelle pour chaque substance naturopathique et apithérapeutique est très importante. Voilà, c'était un petit tour de l'approche à l'humain. Maintenant, en ce qui concerne l'abeille, donc parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est donc les substances de l'abeille et leur interaction dans notre corps physique et dans nos corps un peu plus subtils. Donc, l'abeille. Euh, vous savez sans doute que l'abeille elle-même, l'abeille mellifera, elle ne vit pas seule, elle ne survit pas seule. C'est un être social et on ne peut pas parler d'une abeille comme d'un organisme en elle-même, d'une petite abeille en tant qu'organisme individuel. On parle de l'organisme colonie ou de l'organisme essaim euh, qui est un vrai organisme. Et la petite abeille, elle va être comme une cellule de cet organisme. Donc l'interaction se passera plutôt entre l'organisme colonie et donc qui euh, produit, j'aime toujours pas ce verbe produire, qui réalise, qui crée des substances que l'homme va donc utiliser. J'aimerais tout de suite poser une chose très importante, que parmi toutes les substances que nous trouvons dans la ruche, l'abeille est enclin à partager uniquement le miel. C'est-à-dire que l'abeille aime récolter le miel quand c'est vraiment la grande saison. Il y a beaucoup de nectar dans la nature. Elle a une tendance de récolter autant que l'espace lui permet. Et dans l'histoire, c'est surtout le miel que voilà, on pouvait recevoir comme substance des abeilles. Aussi, bien sûr, autrefois, la cire était importante. En fait, on tenait même les ruches dans les monastères, surtout pour avoir de la cire
pour les bougies, mais juste pour savoir, pour prendre bien conscience du fait que les autres substances comme le pollen, même la propolis, et c'est-à-dire, ce sont des substances, et surtout la gelée royale, ce sont des substances que l'abeille ne va, en principe, jamais produire de trop. C'est-à-dire, elle apporte ces substances ou elle produit de la cire, par exemple, elle apporte de la propolis, juste ce que lui faut à elle, n'est-ce pas? Donc, pour moi, le seul grand produit vraiment que hum, l'abeille, quelque part, peut euh, partager, si les conditions s'y présentent, avec nous d'elle-même, juste par sa nature, du fait qu'elle peut en produire plus, ce serait d'abord le miel. Et ensuite, le reste, donc nous allons avoir l'approche aux autres substances un peu plus en détail ensuite. Donc, l'être de l'abeille. Il faut savoir que ces substances que nous pouvons recevoir grâce à l'abeille, ce sont des substances que par aucun autre moyen nous aurions pu en fait acquérir ou goûter. Par exemple, le nectar, c'est quelque chose qu'il est impossible de récolter d'une manière ou d'une autre et ce serait même, si on pouvait récolter le nectar, ce serait indigeste pour l'humain. Ça devient indigeste uniquement grâce aux enzymes que l'abeille y rajoute. De la même manière, il est quasiment, enfin, il est impossible de récolter du pollen. Il est impossible que nous, on ait une substance semblable à la propolis, juste en faisant quelque chose, en récoltant, etc. Donc, c'est vraiment, ce sont des substances uniques que seule l'abeille réalise. Et euh, l'abeille, c'est un être qui, si nous regardons en fait le monde de la nature, c'est un insecte. Les insectes, c'est un petit peu les êtres, je dirais, pas aussi avancé, connu, bien compris que les animaux, un petit peu quelque part entre peut-être les végétaux et les animaux, un petit peu un règne entre. C'est comme ça on peut voir peut-être un papillon comme une fleur émancipée, ou on peut voir l'abeille comme un peu une graine émancipée du monde végétal. Parce que l'abeille effectue, donc elle transmet le pollen d'une fleur à l'autre, un petit peu comme semer les graines euh, par-ci, par-là. Donc voilà l'abeille. Et vous savez certainement que l'homme a utilisé surtout, enfin, a profité surtout du miel sauvage jusqu'au enfin, véritablement, la ruche à cadre a apparu au 19e siècle, donc il y a 150 ans, c'est vraiment 170 ans, c'est vraiment très frais. Avant, l'homme n'avait pas encore la capacité de créer ce modèle manipulateur et esclavagiste qui existe de nos jours. Donc, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant ces 150 années où l'homme, il a avancé dans l'approche de plus en plus euh, envers l'abeille de plus en plus comme envers un je ne veux pas dire un objet, mais vraiment de moins en moins de perdant de plus en plus plutôt l'aspect que la compréhension que c'est un organisme vivant qui a besoin d'être respecté profondément du fait même que c'est grâce à cet organisme vivant que l'homme peut bénéficier des produits, enfin des produits, des substances uniques, autrement introuvables, autrement
nous ne pouvons les avoir d'aucune autre manière que par l'abeille. Et peut-être que je vais arriver à la première substance, comme je vous ai présenté, la plus commune, la plus répandue, c'est le miel. Donc, c'est hum, la grande substance apithérapeutique, le miel. Le miel, comme toutes les autres substances, le plus important sera la qualité de cette substance. Elle devrait être issue d'une apiculture euh, respectueuse de l'abeille, sans utilisation de produits chimiques. Sinon, vous ne pouvez pas considérer ça comme une substance médicinale. De la même manière, bien sûr, si on parle de la propolis ou même de la cire, ça doit être une éthique avec laquelle l'on travaille avec la ruche, avec l'abeille, qui permet d'avoir la qualité de cette substance, la qualité médicinale de cette substance. Et le miel, il y a l'utilisation externe du miel et l'utilisation interne du miel. Pour l'utilisation interne du miel, il faut savoir que le miel est donc le nectar que l'abeille a transformé en le portant depuis la fleur jusqu'à la ruche et a enrichi avec les enzymes en le portant et en le transmettant ensuite d'une abeille à l'autre jusqu'à celle qui l'a posé définitivement dans la cellule. Ensuite, il y a eu le séchage, donc l'humidité de trop euh, donc, était enlevée par le séchage que les abeilles, avec leurs petites ailes, ont effectué. Donc, le produit final, c'est un produit qui contient les enzymes d'abeille et ces enzymes sont de nature protéique. Donc, ce sont des protéines qui sont, avec le chauffage, qui perdent leur structure, qui se dénaturent, comme le blanc d'œuf sur la poêle. Et donc, en aucun cas, il ne faudrait chauffer le miel ou chauffer le miel au-delà de 42 degrés ou de le mettre dans de la tisane chaude. Ce serait trop dommage. Déjà, ça perd sa structure, sa qualité médicinale, mais aussi à la place d'apporter le bon pH à notre corps, ça va nous apporter du pH acide. Donc, faire attention avec le miel et comme le bon miel issu donc de l'apithérapie, de l'apiculture euh, de préférence bio ou respectueuse. Bon, le label n'a pas d'importance, j'espère que vous le comprenez, c'est le principe qui est important. C'est que un produit comme ça qui peut être considéré un produit médicinal. Et dans ce cas-là, bien sûr, c'est pas pour le mettre sur du pain, mais pour l'utiliser consciemment en tant que produit médicinal, c'est-à-dire le matin, si vous prenez votre tasse avec de l'eau tiède pour enlever les toxines que notre corps a produit euh, pendant la nuit en nettoyant tout le corps. Il faut bien le matin boire quelque chose de chaud, de tiède. Vous pouvez y mettre une petite cuillère de miel, peut-être un jus de citron qui va aider cette purification. Le soir, pour aller vous coucher, si vous désirez dormir tranquillement, parce que le miel va apporter euh, euh, va amener à l'organisme cet apport en calories qui sera stable toute la nuit et donc qui va nous apporter le sommeil tranquille.
De la même façon, vous prenez plutôt une cuillère de miel seule et non pas sur la tartine. Ce n'est plus du médicament quand c'est pris sur la tartine. C'est juste, ce sera bon, mais ce ne sera pas un médicament. Donc, pour l'utilisation interne, je peux en parler bien, bien longtemps, mais je vais essayer de gérer quand même le temps pour parler bien de euh, de toutes les substances. Donc maintenant, l'utilisation externe du miel, je pense que tout le monde a entendu parler à quel point le miel possède des qualités cicatrisantes et utilisées pour les brûlures dans les hôpitaux, certains hôpitaux qui ont l'esprit ouvert et qui savent que les brûlures sont guéries carrément si on prend une brûlure et on voit combien de temps commence la cicatrisation. La cicatrisation, elle est de 4 jours plus accélérée, plus rapide à l'utilisation du miel plutôt qu'à les utilisations des pommades classiques contre les brûlures. Donc le miel, c'est une substance antibactérienne, antiseptique, anti-inflammatoire, calmante et cicatrisante. Il y a encore plein d'autres bienfaits du miel. Donc, pour les brûlures, c'est surtout parce que le miel retient bien l'humidité des cellules et permet, et bien sûr, impulse la régénération des cellules et la cicatrisation. Pour parler du miel, très souvent, j'ai des questions. Quel miel est bon pour, par exemple, la peau? Quel miel est bon pour le système respiratoire? Quel miel est bon pour le système digestif? Et moi, je vous invite aujourd'hui peut-être d'essayer de nous débarrasser de nos béquilles intellectuelles et du fait que voilà, nous avons noté tel miel est bon pour ça, tel miel est bon pour ça, mais de se dire, en fait, nous pouvons accéder à cette compréhension, quel miel et pourquoi, juste intuitivement en observant les plantes par exemple, euh, vous sentez, vous respirez très bien dans les montagnes, vous vous sentez vraiment mieux avec cet air frais des montagnes, bah, le miel des fleurs de montagne serait le meilleur miel, par exemple, pour les maladies respiratoires. Le miel de sapin, par exemple, aussi, n'est-ce pas? Quand on est dans la forêt de sapin, on respire plus profondément, on reçoit vraiment ces bienfaits sur notre système respiratoire. Là maintenant, il y a une grande mode pour le miel de Manuka. Moi, je trouve que vraiment c'est très très peu écologique de ramener ce miel de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, surtout que toute une partie, comme c'est devenu très commercial, toute une partie de ce miel n'a plus ses propriétés pour lesquelles il est vendu pour des prix incroyables. Et je considère que le plus écologique et le mieux, c'est d'utiliser le miel local et de qualité. Et l'équivalent en qualité, je trouve les meilleurs miels locaux peuvent facilement avoir l'équivalence en qualité avec le miel de Manuka. Donc, par exemple, nous pouvons penser, je reviens sur cette idée que nous pouvons trouver nous-mêmes en regardant la plante, en connaissant par exemple ses bienfaits en tisane. Nous pouvons nous-mêmes retrouver quel miel est bon, pourquoi. Par exemple, imaginons-nous un grand tilleul. Nous voulons respirer cette odeur donc aussi, nous trouvons à travers ça, effectivement, ça doit être un miel qui est extrêmement bon en cas de grippe, en cas de maladie respiratoire. Nous savons les qualités, par exemple, de thym, de romarin, même de la lavande. Hein. On met dans nos armoires, dans nos habits, parfois cette lavande.
qui agit contre les insectes, etc. Donc, ça a une action purifiante. Donc, de la même manière, le miel de lavande, le miel de thym, le miel de romarin auront les mêmes actions purifiantes. Et donc, par exemple, le thym sera le miel parfait pour la peau, pour la cicatrisation, pour les brûlures. Mais d'une manière générale, vous n'avez pas besoin d'avoir des miels, des monomiels comme thym ou romarin. Vous pouvez prendre n'importe quel miel de haute qualité réalisé donc avec respect et non chauffé. Le miel de fleurs possède le plus de propriétés parce que c'est le miel le plus riche. Il y a le nectar de beaucoup d'essences de fleurs là-dedans. Par exemple, encore une fois, de façon intuitive, nous pouvons nous demander, par exemple, le miel d'acacia. Les acacias qui poussent sur le sol très pauvre, hein, qui n'ont pas besoin de terreau riche, ce sera un miel qui ne va pratiquement jamais, enfin, normalement, s'il est plus ou moins pur, ne va pas se solidifier, va être très clair, très doux. Donc, c'est un miel, bon, c'est un peu plus, peut-être plus long de comprendre par observation qu'est-ce qu'il a comme vertu, mais quand même, on peut y arriver. Par exemple, le miel d'acacia. C'est le miel qui est, si les diabétiques ont le droit à consommer du miel, ce serait plutôt du miel d'acacia qui aurait les meilleurs sucres pour les diabétiques qui seraient donc light. Comme j'ai dit, cette plante, si on l'observe, qui n'a pas besoin de grand-chose, il y a cette douceur, si c'est l'odeur, elle est très très fine, tout est fin, et donc aussi cette finesse, euh, voilà, ces sucres qui sont doux, je dirais. Et donc les diabétiques ont surtout le droit, s'ils ont le droit, c'est sûr, ce serait plutôt le miel d'acacia qui serait recommandé pour les diabétiques. Voilà un peu pour le miel. Vous allez ensuite, si j'ai oublié quelque chose, me poser des questions là-dessus. Je voulais juste un petit peu faire le tour du fait que ça peut être interne, ça peut être externe. Et aussi sa fonction cicatrisante du miel est liée au fait que, en fait, tous les miels, les bons miels, donc encore une fois, contiennent une enzyme spécifique qui carrément produit une équivalence de l'eau oxygénée. Donc vraiment cet antiseptique, en fait, l'eau oxygénée. Voilà, et le miel aussi est antiseptique de cette même manière. Maintenant, nous arrivons peut-être à la propolis. Donc la propolis, c'est la substance que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. C'est une résine que les abeilles récoltent sur les arbres et les bourgeons et qu'elles apportent dans la ruche pour colmater un peu les imperfections dans la ruche pour qu'il n'y ait pas de courant d'air. S'il y a des petites bestioles qui, euh, qui ont, qui se trouvent à l'intérieur, que les abeilles ont piqué, par exemple, la petite souris qui est entrée dans la ruche, qui a reçu quelques euh, piqûres, qui est morte là-dedans. Donc, les abeilles peuvent la momifier carrément avec la propolis et, euh, et ça n'apportera pas euh, les mauvaises choses d'une bestiole qui est morte, qui peut traîner dans la ruche. Donc la propolis, ça a aussi cet effet très important antibactérien, euh, antifongique, et ce sera donc les mêmes effets dans notre corps, euh, antiviral aussi. La propolis, euh, elle est dissolvable dans de l'alcool surtout, mais une partie de la propolis
est solvable dans de l'eau. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, nous utilisons l'alcool bio à 96%, qu'on coupe 20%, donc jusqu'à ce que l'alcool soit à 70. On coupe un peu avec de l'eau pour qu'il y ait une partie de la propolis qui se dissout dans l'eau et l'autre dans de l'alcool. Et la variante la plus utilisée, que j'utilise le plus, c'est la teinture mère de la propolis parce qu'elle est la plus riche en propolis et il y a, elle est la plus facile d'utiliser en interne parce que bien sûr la propolis brute, elle a aussi les mêmes substances, mais seulement la propolis brute se dissout avec la salive pendant longtemps. Donc, c'est mieux d'utiliser la propolis brute en la mâchant dans la bouche, surtout pour des problématiques liées avec la gorge ou avec la bouche, peut-être les aftes, les gencives, etc. Parce que la propolis à mâcher va rester longtemps dans la bouche. Sinon, vraiment, cette teinture mère de propolis, dissoute dans de l'alcool avec un peu d'eau. C'est vraiment pour moi euh, la, la version de propolis la plus utilisée et la plus efficace. Je réalise aussi la propolis, l'extrait aqueux de propolis, mais c'est surtout quand j'ai des cas des enfants de, je dirais, jusqu'à 5 ans, 7 ans, qui ont besoin du traitement à la propolis et qui ne devraient pas euh, prendre de l'alcool. Ou alors la propolis extrait aqueux, c'est pour utiliser sur les mucoses en tant que goutte pour le nez ou même ophtalmologique donc, pour les yeux, la propolis aqueuse, c'est quelque chose, l'extrait aqueux, c'est quelque chose qui est aussi très, très bien. Maintenant, tous les bonbons, etc., je peux rien vous en dire. Je pense que tout ce qui est bonbons, c'est toujours très, très loin d'être un vrai médicament, si ce n'est pour les enfants. Donc voilà, une grande recommandation de la propolis surtout en teinture mère, où j'utilise une dizaine de gouttes par jour en prévention. Et si c'est en traitement, ça peut être une quinzaine de gouttes plusieurs fois, jusqu'à 4 fois, 4, même 5 fois par jour, si on a une bonne grippe de propolis. Euh, J'utilise beaucoup le miel en mélange avec la propolis parce que le miel, il a une propriété, il renforce cette synergie des substances médicinales avec du miel et elle est toujours telle que le miel renforce l'effet, que ça soit de la propolis. Si vous mettez dans du miel les huiles essentielles, ce sera des huiles essentielles. Le miel va toujours renforcer l'effet de la substance qui se trouve dans le miel. C'est pour ça, je prépare souvent tout de suite une préparation toute faite du miel avec la propolis. Je peux y mettre peut-être quelques gouttes d'huile essentielle de Ravinsara pour vraiment que ça soit euh, très costaud contre la grippe. Mais en tout cas, pour des personnes qui ne peuvent pas consommer du sucré ou du miel, la propolis peut être aussi prise, la teinture mère, dans de la tisane euh, pas très chaude ou dans une autre boisson. Donc, encore une fois, je souligne cet effet antifongique, donc contre les champignons, anti-parasitaire, contre les parasites de la propolis, antibactérienne, antivirale. Euh, il y a vraiment, la propolis agit même, donc il y a eu des recherches et ça a été prouvé contre les souches de bactéries graves et complexes comme la staphylocoque dorée ou la salmonelle même. Euh, donc très efficace contre tout ce qui est champignons aussi, candidose, mucose, etc.
Et aussi, la propolis est efficace contre les souches qui sont carrément résistantes aux antibiotiques. Donc, la propolis, c'est l'antibiotique naturel, euh, même mieux que l'antibiotique naturel, si on peut dire quelque chose de... si on peut dire que l'antibiotique... Bon, moi, personnellement, je n'utilise pas du tout les antibiotiques. Je trouve que l'antibiotique tel qu'il est vu dans la médecine moderne, il doit y avoir vraiment la prescription liée avec le danger de mort. C'est-à-dire que s'il y a un danger de mort, on peut utiliser les antibiotiques concrètement. Sinon, on peut s'en passer. Il y a plein d'approches naturelles très, très, très efficaces. Et la propolis, comme le miel et comme autres produits de la substance de la ruche, ont un effet sur le système immunitaire, renforcent le système immunitaire de façon euh, assez incroyable, la propolis en l'occurrence de façon très très forte. Euh, la propolis a aussi un effet de cortisone, donc ça peut être utilisé en cas d'arthrite, de tendinite, de toutes les inflammations en it. Voilà. Et aussi, il a un effet contre les ulcères, contre les tumeurs, donc antitumoral, entre ulcéreux. C'est très bien pour des problèmes d'estomac, c'est très bien pour des problèmes des intestins, etc. Donc la propolis, une, une substance qui a beaucoup de propriétés. La propolis, nous pouvons avoir la propolis dans la ruche. Ça peut être la propolis de grattage, c'est-à-dire quand on sort les cadres de la ruche pour les changer ou pour réduire peut-être pour l'hiver le nid des abeilles, bah, il y aura un petit peu de propolis par-ci par-là qu'on peut gratter, qu'on peut enlever et utiliser pour nos préparations. Sinon, il existe aussi des grilles de propolis où les apiculteurs récoltent parfois la propolis de cette manière-là. Euh, et donc, la propolis, ce qui est aussi une des raisons pourquoi il y a de la propolis dans la ruche, c'est ça purifie l'air de la ruche aussi. Donc, ça a cette action purifiante en lien avec l'air. Maintenant, nous arrivons donc à mon sujet de prédilection. Donc, notez vos questions si j'ai oublié de dire encore quelque chose sur la propolis. Notez vos questions, vous allez les poser à la fin. Nous arrivons à mon sujet de prédilection qui est le venin. Donc, le venin, c'est vrai que la thérapie au venin est très, très peu répandue ici en Europe de l'Ouest. Beaucoup plus répandu dans des pays slaves, parce qu'en fait, nous n'avons pas perdu quelque part le, le lien à travers le développement de la médecine classique. Nous sommes restés, les Slaves sont restés toujours en lien avec les remèdes de grand-mère. Et c'est pour ça, le venin, c'est quelque chose de normal et naturel. Mais tout le monde sait, n'est-ce pas, que les apiculteurs vivent plus longtemps que les autres personnes. Donc, ils sont, en l'occurrence, renforcés par le fait d'être régulièrement piqués par les abeilles. Et je peux témoigner du fait que l'abeille, depuis, donc, nous avons dit au début, il y a 150, 170 ans, que vraiment, l'homme, il a créé les ruches à cadres et où il a commencé à manipuler carrément l'abeille. Et de ce fait, il a commencé à influencer, à apporter des influences fortes sur sur les ruches, mais aussi d'autre part, nous sommes devenus de ce fait, bon, nous sommes devenus plus intrusifs, mais nous sommes devenus quelque part
de ce fait plus proche. On manipule plus l'abeille, mais on est plus proche de l'abeille. On vous a perdu, Marina. On vous entend plus. Rencontre dans ma Ah voilà, pratique. c'est parti. Il y a eu juste une petite interruption. L'image s'est figée. Allez-y, je crois que c'est OK. Euh, À piquer, pardon, oui, André, c'est bon? Maintenant, Oh, c'est bon à nouveau. c'est bon, à nouveau. Donc, je rencontre souvent des témoignages qui démontrent que les piqûres effectuées, les piqûres euh, hasardeuses, enfin, qui peuvent se produire, elles ne sont pas si hasardeuses. Et par exemple, je vous donne un exemple très concret de quelqu'un qui a eu un AVC, qui était paralysé donc d'une partie de son corps et donc une partie droite et la partie gauche. Donc il y avait l'œil qui ne voyait plus. Et donc cette personne était piquée par hasard par une abeille dans un rucher où il n'y avait aucune raison que cette abeille vienne embêter cette personne. Et cette abeille est venue directement sur l'œil, exactement qui ne voyait pas, et ce qui a enclenché le fait que la vue a commencé à être restaurée, et la personne a commencé à retrouver la vue avec cet œil où l'abeille était venue. Donc, j'ai vu plusieurs fois les cas où je donnais des petites introductions dans soit l'apithérapie, soit l'apiculture douce à côté des ruches, et où quelqu'un me disait, ah, vous savez, j'ai été piqué, mais en fait, c'est très bien. Et il me disait, parce que c'est justement là où j'avais un problème. Et ça, je rencontre ça régulièrement. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une fracture de clavicule, qui était très loin des ruches. Toutes les 30 personnes qui étaient à côté des ruches pendant une demi-heure en train d'écouter ce que je leur racontais n'ont pas été piquées. Et cette personne qui était quelque part loin, à carrément 60 mètres plus loin ou 100 mètres plus loin, était piquée dans l'épaule ou carrément, juste quelques semaines avant, avait eu lieu la fracture de clavicule. Donc, des choses comme ça, inexplicables, je ne vais pas pouvoir les expliquer aujourd'hui, se passent, mais juste pour vous dire que très souvent, les piqûres ne sont pas si hasardeuses que ça. Moi, personnellement, je reçois une fois par an une piqûre exactement au milieu de la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a, voilà, une fois par été, il y a une abeille qui vient juste comme ça me piquer. Donc, il faut savoir, les gens très souvent se posent les questions. Mais l'allergie, donc ça, c'est vraiment la première, la plus grande interrogation. Il faut savoir que l'allergie à la piqûre d'abeille, comme à d'autres produits de la ruche, ce n'est pas si répandu que ça. C'est peut-être 1% de population. Et bien sûr, ces gens qui sont allergiques au venin d'abeille, même de façon intuitive, ils vont même pas avoir l'idée d'aller chez le thérapeute pour avoir une thérapie au venin. Euh, voilà, les gens qui vont vraiment venir et sentir que ça peut être une thérapie intéressante pour eux, c'est très rarement, ils ont très rarement peur des abeilles ou très rarement des allergies. Mais bien sûr, le thérapeute, il doit absolument tout d'abord questionner la personne sur son passé avec les piqûres d'abeilles et d'autres insectes. Est-ce que quand la personne était petite, est-ce qu'elle était piquée par l'abeille? Quelle était la réaction? Et ensuite, je fais toujours une piqûre d'essai, une toute petite quantité de venin au niveau du bas du dos qui va me montrer au bout de le minimum un quart d'heure, voire une demi-heure, s'il y a une réaction et si elle est forte. Donc, souvent, les gens prennent une réaction normale à la piqûre d'abeille comme une allergie. Moi, je dis,
La thérapie au venin d'abeille, elle ne peut avoir lieu que si vous avez une réaction. Parce que certaines personnes, par exemple ceux qui sont, par exemple mon mari, On a à nouveau une interruption. Ah, voilà, je crois oui, que là, je vois. On a une petite interruption, quelques secondes. Je préfère vous le dire à chaque fois, comme ça, vous avez pas besoin. Vous pouvez juste répéter ce que vous venez de dire. Mais une demi-minute. ça va mieux là? Très bien. Euh, Donc, la réaction à la piqûre d'abeille, pour que qu'il y ait intérêt pour la thérapie, il faut qu'il y ait une réaction à la piqûre d'abeille. Et s'il y a un gonflement, s'il y a, s'il y a la rougeur, et s'il y a une réaction, c'est bien. Ça veut dire que la piqûre d'abeille agit. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a bien sûr différentes manières de traiter au venin. Donc la première manière, ce que je n'utilise pas personnellement, c'est de récolter le venin d'abeille euh, à travers, donc il y a l'électricité, en fait, les abeilles reçoivent un petit coup d'électricité, elles déposent le venin sur le plateau de verre qui est posé dans la ruche. Et ensuite, ceux qui récoltent ce venin, ils vont gratter le venin séché et ils vont l'utiliser dans des médicaments. Donc, ce n'est pas ce venin-là que moi j'utilise. Je traite au venin d'abeille directement en prenant l'abeille et en la mettant souvent sur le lieu problématique. Donc, j'essaie de me concentrer pour ne pas dire trop de choses, mais pour aller dans les détails pas à pas. Alors, donc, deux manières, même trois. On peut aussi faire l'homéopathie à travers le venin d'abeille. Donc, ma manière, comme je traite directement avec l'abeille vivante. Donc, il y a la manière d'avoir le venin, que l'abeille pique sans perdre le dard. Ce n'est pas cette manière que je pratique parce que si l'abeille ne perd pas le dard, euh, la quantité du venin qu'elle dépose dans notre peau est très très petite et donc ça ne suffit généralement pas pour un vrai traitement. C'est pour ça je le fais autrement et j'aimerais vous expliquer, parce que c'est vrai, on peut, quand nous sommes sensibles, nous sommes bien sûr tout de suite dans le questionnement, mais l'abeille, elle y perd sa vie. La petite abeille, elle y perd sa vie avec le traitement au venin. Oui, c'est vrai. La petite abeille, au moment du traitement au venin, au moment de la piqûre, comme vous le savez, elle perd son dard et par la suite, donc, elle ne survit pas quand elle perd son dard. Donc, mon approche, déjà, comme je vous ai présenté au début, du fait que l'abeille, euh, ce n'est pas je dirais, un organisme en elle-même, mais il y a l'organisme colonie. Et dans cet organisme colonie, il y a donc, nous pouvons le voir ainsi, il y a, comme si on compare à l'humain, il y a par exemple la peau de l'organisme colonie, ce serait la propolis. Il y a par exemple la squelette de l'organisme colonie, ce serait la cire, parce que c'est quelque chose de porteur, n'est-ce pas? La cire, elle porte, c'est la structure, elle porte la structure, ce serait la squelette de l'organisme colonie. Et le miel, ce serait tous les nutriments, n'est-ce pas, apportés dans cet organisme. Et les petites abeilles, ce serait, je dirais, les cellules de cet organisme colonie qui vont sortir les choses dont la ruche n'a plus besoin, dont l'organisme colonie n'a plus besoin
dehors qui vont apporter des choses dont l'organisme euh, colonie dont il a besoin. Et donc, pour moi, c'est un petit peu comme les cellules sanguines, par exemple, les abeilles. Euh, et j'ai mon protocole, mon rituel à travers lequel je m'adresse à la ruche. Je présente donc à l'organisme colonie où je lui présente le cas de la personne malade qui aurait besoin de ce traitement. Et tout d'abord, je cherche les abeilles qui sont en fin de vie, qui sont à côté donc de l'entrée, qui traînent sur l'herbe, par exemple en bas, parce que le venin, ça ne perd pas de sa qualité si l'abeille est en fin de vie. Le venin, il reste aussi fort. Donc, j'essaye bien sûr voilà, d'utiliser pour cela les abeilles qui sont déjà en fin de vie ou plus faibles. Mais voilà, j'ai ce dialogue quelque part intérieur où je parle carrément aussi à haute voix avec cet organisme colonie. Ce qui, voilà, j'ai une réponse intérieure. Est-ce que oui ou non, là, à ce moment, c'est bien et est-ce que je peux utiliser effectivement les abeilles pour le traitement au venin d'abeilles? Et je peux aussi vous avouer que je ne traite pas à chaque demande, que très souvent, je redirige les gens vers d'autres moyens naturels pour leur santé. De la même manière, quand je vais parler d'autres produits de la ruche, aussi, euh, il y a beaucoup de possibilités chez les plantes et d'autres moyens de traitement. Le venin, je l'utilise vraiment quand je vois que c'est le meilleur traitement et presque le seul qui est maintenant euh, qui peut agir sur cette problématique. Par exemple, quand j'ai quelqu'un qui vient avec le lumbago et qui me dit, mais on vient juste de me prescrire déjà le morphine, bah bien sûr, je vais le traiter avec des piqûres d'abeilles. Ou si j'ai une patiente, j'apprends qu'en fait, elle a eu la césarienne et que sa plaie ne guérit pas. Elle ira, par exemple, elle a planifié d'aller demain chez le chirurgien pour recouper la plaie donc cette personne était venue, je lui dis directement, vous venez tout de suite chez moi et je vous pose des abeilles sur la plaie de la césarienne. J'ai posé 6 abeilles et le lendemain, elle n'avait plus besoin d'aller chez le chirurgien. La plaie était cicatrisée, donc le début de cicatrisation a tout de suite, pratiquement au bout de quelques heures, a eu lieu grâce au traitement par les piqûres d'abeilles. Mais parfois, je rencontre des personnes qui disent, oui, vous savez, j'aimerais stimuler mon immunité. Vous pouvez me faire le traitement aux abeilles. Moi, je dis malheureusement non, parce que je peux vous prescrire plein de belles choses et possibilités pour stimuler votre immunité. Et je ne souhaiterais pas, pour ceci, utiliser les abeilles. Donc voilà mon approche. Et maintenant, comment agit le venin? J'aimerais vraiment approfondir maintenant cette question, comment agit le venin? Déjà, qu'est-ce que c'est le venin? Dans une abeille, vous pouvez vous imaginer que le venin, c'est un concentré de quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est amer en fait au goût. C'est un concentré, je dirais, c'est comme un concentré de feu. Nous savons quand nous sommes piqués que c'est vraiment du feu, n'est-ce pas? Ça nous brûle. Donc, c'est un concentré de, comme un concentré de feu, vraiment, et je peux le comparer, si je compare à l'organisme humain, je peux le comparer avec la bile dans la vésicule biliaire. Donc, nous avons la bile qui est absolument besoin, c'est aussi du feu pour le corps humain pour permettre la digestion correcte,
pour permettre, grâce à la bile aussi, donc nos articulations sont lubrifiées et sont en état de bonne santé, tout ça grâce à la bile. Et donc, c'est un petit peu, la bile chez l'humain, c'est cette concentré du feu, et chez l'abeille, ce concentré du feu, c'est son venin. Alors, comment agit le venin d'abeille? Une petite, quand même, introduction. Je vais vous parler d'une notion que j'appelle chez l'humain la chaleur vitale. Alors, qu'est-ce que c'est la chaleur vitale? C'est un petit peu ce qu'on appelle dans la médecine chinoise l'énergie qi, n'est-ce pas? QI, ça s'écrit, je crois, en français. J'espère que je prononce bien. C'est vraiment la chaleur vitale, c'est quelque chose avec quoi nous naissons, c'est notre potentiel vital que nous épuisons jusqu'à la fin de notre vie et quand nous n'en avons plus, bah, nous traversons le seuil. C'est un petit peu, nous pouvons voir la chaleur vitale aussi, c'est un petit peu comme notre immunité aussi. C'est quelque chose il faut dire, voilà, la chaleur vitale, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, c'est quelque chose qui a changé de nos jours à comparer avec ce qu'il y a chez l'humain il y a quelques siècles. Il y a quelques siècles, les humains naissaient avec un taux de chaleur vitale différent d'aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons l'eau chaude, le chauffage, nous ne dormons plus sur le sol, n'est-ce pas, dans des conditions froides. Et donc, en fait, notre corps n'a plus besoin d'autant de chaleur vitale. Et si vous connaissez le terme de épigénétique, donc l'épigénétique nous dit que l'humain, que nous changeons en fonction des conditions de vie, pas seulement les gènes qui se transmettent pareil, du père en fils et à travers les générations, mais aussi il y a l'influence de notre milieu, de comment on mange, de comment on vit. Et de cette manière, en fait, l'humanité d'aujourd'hui, depuis aussi l'utilisation des antibiotiques qui font en sorte que nous n'avons pas autant et aussi souvent la fièvre, du fait de l'utilisation des vaccins qui permettent aussi d'éviter des maladies à fièvre qui avant forgeaient notre immunité de façon complètement différente. De nos jours, la chaleur vitale moyenne donc d'un homme de nos jours est beaucoup moindre qu'il y a 200 ans où nous étions face au froid, à l'eau froide, aux conditions de vie plus dures, à l'absence donc des moyens de baisser la température. Ce qui nous amène au fait, et d'ailleurs c'est aussi une des raisons pourquoi il faudrait, à mon avis, revoir l'histoire des vaccinations, parce que ce qui était vraiment très très dangereux avant, il y a 100 ans, comme maladie à fièvre, il n'est peut-être pas aussi dangereux aujourd'hui parce que l'homme d'aujourd'hui fait beaucoup moins de fièvre. La fièvre n'est pas aussi haute et les maladies à fièvre qui étaient très dangereuses, voire mortelles autrefois, peut-être ne le sont plus aujourd'hui. Donc la constatation générale, c'est que la chaleur vitale de l'homme moderne est beaucoup moindre. Donc, mais cette chaleur vitale, c'est aussi le feu de notre immunité, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui permet, s'il le faut, de faire face à des problématiques virales et bactériennes plus ou moins importantes. Donc, nous en avons besoin de la chaleur vitale et le fait d'en avoir de moins en moins, d'une manière générale, dans notre société, l'humanité occidentale, c'est
Nous en avons donc de moins en moins de cette chaleur vitale et nous arrivons aux maladies qui sont des maladies que j'appelle maladies froides, comme les cancers, comme toutes les maladies en ose à la fin, sclérose, donc arthrose, etc. Et les maladies auto-immunes sont le plus souvent des maladies froides. Et l'apparition de toutes ces maladies et le fait qu'il y en a un tel surnombre au jour d'aujourd'hui, et à mon avis, c'est écrit que la connexion est instable, je vais attendre un petit peu, est, à mon avis, lié au fait que la chaleur vitale moyenne de l'homme moderne est beaucoup plus basse. Et donc, le venin, là nous arrivons au venin, le venin, il a cette action de augmenter la chaleur vitale dans le corps humain. Donc nous disons que voilà, le venin, ou la propolis ou le miel vont stimuler l'immunité, mais pour moi, c'est la même chose que de dire vont augmenter ou stimuler l'augmentation de la chaleur vitale dans le corps humain. Donc ça, c'est la première action. Je vais présenter le venin de cette manière. La première action du venin, ce serait, donc là maintenant nous avons parlé nous avons parlé des maladies froides, donc ce serait d'apporter de la vie dans euh, de la vie, de la chaleur, du feu dans l'organisme. Par exemple, si nous regardons l'effet incroyable du venin sur les cicatrices post-opératoires. Pourquoi le venin agit ainsi? Donc, il amène cette chaleur vitale, ce feu, mais je dirais plutôt même de la lumière concentrée plutôt que du feu, dans les tissus qui, en fait, ont besoin de reconstruire les liens entre les cellules. Donc, quand il y a eu lieu l'opération, euh, les tissus sont, je dirais, mortifiés et donc ils doivent retrouver le lien cellulaire donc harmonieux et le venin, il va apporter cette inflammation, cette chaleur dans ces tissus qui va permettre de reconstruire ces liens entre les cellules et donc qui va amener la cicatrisation dans ces endroits. C'est pour ça l'utilisation du venin post-opératoire ou sur sur des ulcères extérieurs est vraiment très efficace. Et le deuxième aspect, donc là maintenant nous avons parlé du fait que quelque chose est froid, que quelque chose est manque de vie, et nous y ramenons de la vie, nous y ramenons de la chaleur. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est quand au contraire il y a l'inflammation, où il y a déjà l'aspect de la chaleur. Donc comme le lumbago, comme d'autres inflammations, comme les arthrites. Donc, il y a déjà l'inflammation. Et le venin, ce sera un peu comme l'inflammation qui va se superposer sur une inflammation déjà existante et qui, à partir de là, va apporter comme de l'ordre dans cette inflammation primaire. Donc, inflammation sur inflammation qui apporte de l'ordre dans l'inflammation primaire et qui calme l'inflammation primaire. C'est ça l'action du venin. Euh, alors, qu'est-ce Marina, que vous pouvez... Oui, voilà, tranquillement, nous en sommes à 20h15. Donc, oui. tu as encore environ 5 minutes pour terminer avant les questions. Alors, je vais quand même, je vais utiliser ces 5 minutes. Vous allez me poser des questions sur le venin si vous désirez. Je vais utiliser quand même ces 5 minutes pour des choses qui me sont très importantes. Je ne savais pas que j'étais tellement avancée. Alors, j'aimerais
vous parlez du sommeil sur les ruches, quelques minutes, mais avant, je vais passer un peu rapidement sur les autres substances de la ruche. Donc, pour la cire, je ne vais pas trop m'arrêter dessus. Vous savez que c'est surtout les baumes qui sont où la cire sera utilisée. Ça peut être aussi la cire chaude en cas de bronchite, la chaude, enfin chauffée. Ça tient pendant longtemps, la chaleur, mais ce qui est le plus important, c'est que ça soit la cire exempte des produits chimiques. Donc que la ruche ne soit pas traitée chimiquement. Parce que la cire, c'est un produit gras qui va récolter tous les produits chimiques dedans. Donc, je passe très très vite. Le pollen, le pollen, très souvent aussi, les gens me parlent du pollen. Moi-même, je n'utilise pas en traitement le pollen. Je sais qu'il y a beaucoup de bienfaits, de minéraux et des oligo-éléments et des vitamines dans le pollen qui sont très bons, mais je ne l'utilise pas personnellement pour la raison que je considère, deux raisons. La première raison, c'est juste mon amour pour les abeilles et que je considère que c'est quand même un certain stress de récolter le pollen, mais il y a bien sûr des apiculteurs respectueux, enfin, qui font ça bien. Et la deuxième raison, c'est du fait que quand même le séchage va enlever quand même pas mal de substances les plus importantes volatiles du pollen. Donc le pollen serait le mieux utilisé carrément, peut-être conservé dans du miel. Le pollen frais mélangé dans du miel, ce serait la meilleure, pour moi, la meilleure conservation du pollen. Maintenant, je passe très très vite vers la gelée royale. Donc il faut savoir que la gelée royale, c'est une substance que l'abeille ne produit absolument pas pour nous. C'est pour la reine abeille. Et il faut savoir, même si c'est écrit bio sur la gelée royale dans les pharmacies en France, il faut savoir que pour pouvoir la produire, il fallait vraiment pervertir la nature de l'organisme colonie, de l'organisme colonie. Il fallait tuer tout un nombre de larves des petites reines. Et donc, c'est une pratique pour moi complètement inéquitable et grave. Et je déconseille fortement d'acheter la gelée royale si nous respectons les abeilles. En ce qui concerne la respiration aussi de l'air de la ruche, c'est une pratique intéressante, mais je ne vais pas malheureusement trouver du temps maintenant pour en parler, surtout que je ne suis pas encore un grand spécialiste là-dedans. J'ai eu ma première approche et je sais que c'est assez efficace, mais euh, voilà, là, j'aurai pas le temps pour ça. Je passe tout de suite à, à la quatrième substance que j'adore tellement. Enfin, c'est pas une substance, mais c'est un petit peu la substance que j'appellerais être avec les abeilles. Ça, c'est aussi une substance. Être avec les abeilles, c'est le sommeil sur les ruches. Alors, les sommeils sur les ruches, nous avons installé un lit carrément posé sur les ruches. Les ruches, ils ont une sortie extérieure à travers le mur de la chambrette dans laquelle vous dormez. Et donc, les abeilles ne sont pas dérangées. Elles vivent leur vie. Euh, Elles sortent, rentrent quand elles veulent. Elles ne se trouvent pas dans la chambrette où vous dormez. Donc là où vous dormez, sur le lit, sur les ruches, il n'y a que les ruches. La sortie est à l'extérieur. Et le sommeil sur les ruches a les effets qui sont encore en train d'être étudiés. Et moi, personnellement, je les dis toujours. Et tous les jours, je m'étonne de ce que j'observe. Parce que le sommeil sur les ruches, ça agit sur différents plans. Moi, je dirais à travers nos sens. Bien sûr, bon, quand on dort, le sens de la vue va être pour une fois tranquille et pas sollicité, mais les autres sens sont sollicités. Donc l'odorat, parce que nous respirons toutes les substances volatiles et les phéromones qui montent en fait à travers les trous d'aération de la ruche. Donc c'est extrêmement bénéfique pour le système respiratoire.
l'ouïe, nous entendons donc les bruits, le bruitage, comment ça s'appelle? Je ne trouve pas mon mot français. Donc des abeilles, le bourdonnement, voilà, le bourdonnement très calmement, régulier, mais vivant de la ruche, qui apporte vraiment une reconnexion, une impulsion de calme et relaxation. Euh, Au niveau du toucher, ce sera cette légère chaleur qui va monter de la ruche et qu'on va ressentir très, très, très doucement sur notre matelas s'il est fait en substance naturelle, comme chez moi, c'est en épluchure de sarrasin, le matelas. Au niveau du goût, moi, je donne toujours un petit peu au patient qui va dormir sa nuit sur les ruches, un petit peu de miel, une petite tisane de tilleul, pour qu'il y ait cette biorésonance entre voilà, le miel que nous avons consommé et l'énergie des abeilles. Et bien sûr, le cinquième sens, c'est surtout l'énergie, parce que si vous êtes sensible, essayez, je vous recommande de mettre votre main au-dessus de la ruche et d'essayer de chercher avec votre main en la soulevant où se termine le champ magnétique, vraiment le premier champ magnétique le plus fort. Et c'est assez facile, pratiquement, je dirais 60% de personnes le ressentent facilement. Les gens deviennent de plus sensibles de nos jours. Et donc, c'est à peu près à 50-60 centimètres de la ruche où le champ magnétique est vraiment, on le sent, qu'il se plus ou moins, qui est assez intense. Et donc, quand le corps humain, quand nous dormons 5 centimètres au-dessus de la ruche, bah, tout le corps est immergé dans l'énergie de l'abeille. Et je dirais que ça nous aligne avec ça nous harmonise avec les énergies de la nature, ou même, on peut dire, les énergies cosmiques, les énergies dont l'abeille est porteuse. Voilà, j'ai beaucoup à dire encore, mais je vais bien sûr d'abord voilà, vous donner la parole et peut-être une autre fois. Oui, bien sûr, on pourrait le faire une autre fois. Merci beaucoup, Marina, pour ces informations. J'ai beaucoup apprécié la notion de respect. Euh, L'abeille n'est pas faite pour nous, et donc il faut avoir beaucoup de respect pour utiliser ces produits. J'ai aussi beaucoup apprécié les informations concernant la notion de chaleur et de froid, et ça, c'est vraiment très, très important aussi. Je vais passer aux questions. La première question qu'on a posée ce soir, est-ce que tu proposes des formations en apithérapie? Oui, alors je propose des formations en apiethérapie. Euh, C'est-à-dire que la dernière année, vous savez, la vie me propose des choses et moi, je n'ai que répondre à ces choses-là. Donc, si la question se pose aujourd'hui, il y a des intéressés pour le cours d'apithérapie en Alsace, je peux le proposer parce que jusque-là, j'étais toujours invitée. Par exemple, je suis invitée en Suisse par... oh, comment s'appelle ma collègue? Euh, peut-être On pourra donner cette information par la suite, peut-être. voilà, c'est ça. Je suis invitée en Suisse pour donner la formation, mais je peux aussi en créer moi, mais j'attends qu'il y ait une demande assez suffisante, mais c'est vrai que je ne fais pas trop pour solliciter cette demande. Mais voilà, le dernier temps dans ma vie, je ne fais que répondre aux demandes et ça me remplit mes jours, mes semaines, mes mois et mes années. Donc, oui, je peux donner, pour le moment, je ne peux pas vous donner une date, mais si vous m'inspirez à créer une date, vraiment, à donner une date fixe, j'ai pensé à la fin du mois d'avril, début du mois de mai en Alsace, et effectivement, je vais pouvoir alors le proposer. Voilà, j'étais dans l'esprit de vraiment attendre l'impulsion de l'extérieur. C'est comme ça que Hmm. je fonctionne. Oui, Mais oui. merci pour cette question. À propos des traitements et justement le fait que l'on ne peut pas utiliser, ou il est beaucoup recommandé de ne pas utiliser des produits de la ruche, comme par exemple la cire, lorsqu'il y a eu des traitements chimiques. Il y a une apicultrice de loisirs qui dit, mais alors, quels sont les moyens de lutte acceptés dans une optique de médecine, de miel médical ou médicinal? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre le fait qu'on utilise malgré tout
des produits chimiques et l'utilisation du miel et d'autres produits probablement en thérapie. Non, c'est-à-dire si vous utilisez des produits chimiques, vous ne pouvez pas utiliser, à mon avis, le miel. Il y a une théorie comme quoi ça ne reste absolument pas dans le miel et je ne peux pas être d'accord avec ça. Tous les traitements chimiques passent partout dans la ruche, surtout comme j'ai dit dans la cire. Donc il y a bien sûr une manière d'utiliser que la cire d'opercule qui normalement ne est en dehors des traitements. Donc les abeilles créent ces opercules en dehors des traitements et donc à ce moment-là, c'est plus ou moins la cire, je sais pas, pure. Je ne peux pas le dire parce qu'en fait, s'il y a la cire comme structure qui a subi les traitements et donc qui, de par sa nature de graisse, a accueilli toute cette chimie en elle et par-dessus, il y a les opercules. Voilà, c'est aussi une grande question pour moi. Mais le miel, autant vous tourner vers des miels écologiques. Pourquoi chercher à utiliser un miel qui était fait avec l'utilisation des traitements chimiques utiliser le miel qui est exempt de ces traitements. Il y a beaucoup de possibilités d'aider les abeilles, de traiter les abeilles de manière naturelle. C'est complètement faux de dire que j'utilise le traitement chimique parce que j'opte pour la survie de mes abeilles. Ça, j'ai entendu cette idée plusieurs fois. Et elle me fait très mal au cœur parce que nous aussi, nous aimons nos abeilles et nous avons aussi choisi la survie de nos abeilles. Et c'est pour ça que nous n'utilisons pas les traitements chimiques. Et donc, il y a la manière de ne pas utiliser le traitement chimique. Si vous voulez un médicament, le miel en tant que médicament, choisissez le miel de qualité sans produits chimiques. Qui implique, peut-être très bien, merci, ce qui implique justement de connaître finalement son apiculteur favori et de savoir comment il travaille. Ça, c'est très important. Il y a une question sur la terminologie, ou plutôt le fait, je lis la phrase. En France, le domaine du médicament est très encadré. Par exemple, on ne peut pas affirmer que tel ou tel miel est bon pour soigner telle ou telle maladie. On parle d'allégations, comment aussi qu'on ne peut pas mettre une solution aqueuse à base propolis, etc. Euh, comment est-ce que comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, comme j'ai expliqué, il me semble, tous les miels sont cicatrisants, sont antibactériens, ont toutes ces qualités. Maintenant, si vous voulez vraiment que ça soit un peu plus ciblé, bah, vous pouvez effectivement chercher parmi les miels monofloraux qui sont faits, qui sont réalisés avec respect. Mais d'une manière générale, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de chercher du thym. Prenez le bon miel de fleurs. Ça fera très bien l'affaire pour tous les cas nécessaires de traitement. Le principal, c'est la qualité du miel, qui doit être non chauffé et qui doit être produit sans chimie. Est-ce que tu utilises l'extrait alcoolique d'abeilles mortes, pollen congelé? Non. Alors, le pollen congelé, j'ai un ami qui produit du pollen et qui m'a donné, c'est très bon. Et apparemment, c'est une des conservations la plus respectueuse parce que quand on sèche, il y a beaucoup de choses qui partent quand même euh, par le séchage, beaucoup de substances volatiles. Donc, moi, personnellement, j'utilise uniquement en apithérapie, moi, personnellement, c'est uniquement la propolis, le venin et le miel. Le reste, le pollen, je m'en occupe pas. D'accord. Alors, on a parlé de la vitalité des colonies. Alors, il suffit de passer à proximité d'un rucher actif pour ressentir la vitalité des colonies. Serait-ce lié à l'abondance de phéromones positifs de ce peuple laborieux et de la reine notamment? Oui. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres moyens. Vous pouvez juste mettre votre bouteille d'eau sur la ruche et méditer à côté. Et ça va apporter l'effet magnifique sur le coup de la méditation la momentanée et après avec l'eau que vous aurez emportée après à la maison. Donc, faites à l'intuition vraiment si vous êtes sensible, vous sentez l'effet en passant près de la ruche, c'est juste magnifique parce que c'est exactement ça l'effet des abeilles bénéfiques. C'est exactement ça. Mhm, mhm.
certaines personnes qui se positionnent aussi en faveur de ton message sur la gelée royale, et effectivement, qui partagent vraiment ton avis. Quelques personnes qui ont liké ceci, qui te remercient aussi. Une question ici, peut-on aider à soigner les problèmes liés aux nerfs, plus typiquement aux douleurs neuropathiques ou à la repousse de nerfs après lésion? Alors, le venin d'abeille, effectivement, est très recommandé dans des cas comme ça parce que ça a aussi une action sur le système nerveux très important. En fait, le venin d'abeille, il va activer, les leucocytes vont arriver, les globules blancs, vers l'endroit piqué. Et bien sûr, c'est comme le SAMU qui roule dans la rue. Et puis, juste dans la rue, il y a quelqu'un qui est sans conscience. Donc, elle va pas rouler à côté et aller chercher quelqu'un d'autre, mais elle va d'abord prendre celui-là qui est déjà sans conscience en pleine rue, déjà dans le SAMU, et puis aller faire d'autres choses. C'est-à-dire que les leucocytes, ils vont un petit peu nettoyer sur leur chemin en arrivant à l'endroit enflammé par la piqûre, ils vont déjà faire un certain travail et ensuite ils vont en force travailler sur l'endroit. Mhm. Concernant le cours en Alsace, comme on l'a dit, on va donner une adresse euh, lorsque je publierai l'information sur la chaîne YouTube. Et ceci aussi, sachez que chacune et chacun que vous êtes inscrit pour ce webinaire, eh bien, vous allez recevoir un courriel de Marie, notre collaboratrice, et qui vous demandera justement votre avis là-dessus. Et là, on va aussi mettre cette information pour la Suisse. Tu as dit que tu avais une formation, une personne qui t'avait invité en Suisse, et aussi une personne, et toi, tu organises en Alsace. Donc, on va vous informer là-dessus, bien sûr. Comment savoir si le miel est respectueux? Oui, évidemment, il a été produit à partir d'actions respectueuses. Est-ce que le label bio suffit ou y a-t-il d'autres labels AOP? Mhm. Donc, label bio, label Déméter. Je ne suis pas très grande spécialiste des labels, mais je privilégie plutôt de parler avec l'apiculteur et d'aller peut-être directement au rucher, de faire connaissance. C'est toujours mieux d'aller en relation vraiment euh, avec les abeilles. Et ce que j'ai oublié de dire aussi dans mon exposé, c'est le fait même d'entrer avec notre cœur en relation avec l'abeille nous rapproche, nous crée une relation nouvelle avec la nature d'une manière générale. C'est ce que nous avons vécu sur notre propre expérience. Donc, ça peut se passer d'une manière un peu plus consciente si vous faites des méditations à côté de la ruche, si vous pratiquez l'observation, donc vous observez les abeilles, la famille, ou alors d'une manière un peu inconsciente, mais aussi très efficace, par la gratitude, par l'émerveillement que vous pouvez avoir devant l'abeille, devant ce qu'elles font quand vous regardez l'abeille sur la fleur, quand vous regardez l'abeille venant de la ruche, et ça crée votre pont entre vous et je dirais la grosse âme des abeilles et la mère nature tout simplement. Et nous en bénéficions, c'est vraiment un bienfait incroyable. Je dirais c'est une des substances les plus importantes, c'est d'être avec les abeilles parce qu'elles permettent elles sont quelque part guides sans qu'elles le veuillent spécialement, euh, en nous amenant dans la reconstitution de notre contact avec la nature. Mhm. Merci. On ne va pas pouvoir répondre aux questions qui concernent les alternatives au traitement chimique. Ce n'est pas le thème de ce webinaire. Mais je pense que si vous allez sur notre site internet freethebees.ch ou si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous allez trouver des informations sur ce sujet, mais ce serait vraiment trop long de prendre cette thématique en main maintenant à 20h33. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions à part des remerciements qui sont cités au fil et à mesure dans le chat. Moi, je tiens encore une fois, Marina, à te remercier pour cette présentation, pour le fait qu'effectivement, on a traité d'un sujet hyper important, avec beaucoup de respect. Et vraiment, ça correspond aussi, comme tu l'as dit au début, à notre vision, à nous, de Free the Bees, le respect de l'abeille. Et évidemment, on est parfaitement en accord avec ça. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi ce soir, supplémentaires encore, et c'est très réjouissant. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Je suis très heureuse. Nous formons comme une
communauté qui est en contact là maintenant, ici présent, avec l'être des abeilles. Et Mm. j'espère que vous allez le ressentir ensuite aussi après la conférence et vous allez porter ce lien aux abeilles et à la nature dans votre vie. Et j'aimerais juste brièvement encore dire que l'association que j'ai co-créée, et j'en ai co-créé deux ou trois, des associations pour la promotion de l'apiculture naturelle et pour le respect envers les abeilles. Donc, l'association Donnons la parole aux abeilles, nous créons un événement unique au mois d'août en Dordogne qui s'appelle Sacré Abeille. Et vous êtes tous cordialement invités. Il y aura 3 jours, dont le troisième sera jour grand public. Le premier jour sera plutôt destiné aux apiculteurs amateurs ou professionnels. Le deuxième à ceux qui veulent plus activement œuvrer pour l'abeille. Et le troisième jour grand public. Et ce sera dans un cadre merveilleux au bord d'un lac avec des personnes exceptionnelles. Vous êtes tous cordialement invités. Il y aura des conférenciers avec vraiment renommés. Il y aura des spectacles, il y aura des concerts, des tables rondes. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et j'y serai, et Plus de Bise sera présent Sacréabeille.org. aussi, Oui, sacréabeille.org. sacréabeille.org. Donc, on va se retrouver là-bas puisque je serai présent pour représenter Free the Bees, justement. Merci pour cette publicité, effectivement, très, très intéressante et un bon message. Bonne soirée à tout le monde, merci et au plaisir des abeilles, respect des abeilles. Merci. Merci, au revoir.